Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à ce nouvel épisode de Santé sans censure. Mon nom est Chantal-Anne Dumas, je suis naturopathe agréée, également formée en anthropologie médicale et l'instigatrice de ce webcast hebdomadaire où, semaine après semaine, je vous retrouve pour parler de différents sujets entourant la santé globale de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Ce soir, vous savez que j'ai entamé une série sur la santé musculo-squelettique. Donc, il y a 2 semaines, je vous ai parlé d'ostéoporose, des mythes et des vérités entourant l'ostéoporose. La semaine dernière, on a parlé des signes de carence en magnésium. Et ce soir, on va parler des 10 facteurs qui détruisent nos os. En parallèle aux émissions Santé sans censure des vendredis soirs, j'ai offert un webinaire sur le calcium qui va être repris à nouveau ce mercredi 4 juin. Donc, les liens sont dans l'entête du live et également sur mes murs Facebook. Vous pouvez vous inscrire à ce webinaire qui est au coût de 20 pour 1 heure et demie de formation. Vous avez accès aux enregistrements. Il y a également les documents qui sont disponibles ou vous avez aussi l'option d'aller vous inscrire à mon membership au coût de 10 par mois sur le site de patreon.com, également dans l'entête de mon live. Et vous allez avoir comme ça, à chaque mois, accès à un webinaire en plus d'avoir tous mes santé sans censure regroupés avec mes documents de recherche. Bref, ça va être une très, très belle boîte à outils que vous allez avoir pour un prix extraordinaire de 10 par mois. C'est moins que le prix de Netflix et vous allez avoir du contenu de qualité pleinement référencé, bon pour votre santé. Et on a toujours beaucoup de plaisir dans le cadre des webinaires puisqu'à la fin, vous pouvez interagir avec moi. Alors, c'est mercredi prochain, le webinaire sur le calcium. Et samedi prochain, donc le 7 juin, j'ai un super masterclass sur la santé musculo-squelettique. Alors là, on va faire le tour de tout ce qui entoure les os, les articulations, les tendons, les muscles. Donc, évidemment, ostéoporose, ostéopénie, mais aussi tout ce qui est tendinite, bursite. On va aborder des produits comme le collagène, la vitamine D, le bore, d'autres que vous connaissez moins comme le strontium, les bons aliments, ceux à éviter. Bref, je vais vous monter tout un arsenal d'outils pour optimiser, préserver et dans certains cas renverser des problèmes au niveau de la santé musculo-squelettique. Alors, ce soir, on débute ces facteurs qui détruisent la santé des os. Évidemment, d'habitude, je vous parle de santé de certains systèmes, mais là, je voulais vraiment adresser directement ces points-là parce que, bon, il y a des mythes, évidemment, des points pour lesquels vous pensez peut-être bien faire pour vos os et vous allez voir que non, et d'autres que vous faites régulièrement à tous les jours sans savoir en réalité que vous nuisez à la santé musculo-squelettique. Et quand on parle de nos os, on parle évidemment de nos dents, on parle de nos cartilages, on parle de nos vertèbres, on parle des tendons qui rattachent tout ça, parce que ce qu'on doit bien comprendre, c'est qu'on n'est pas compartimenté. Donc, nos os, nos dents et tout ce qui compose l'appareil musculo-squelettique est composé des mêmes minéraux, principalement le calcium, le magnésium et évidemment de protéines, certains acides aminés là, qui proviennent de nos protéines dans l'alimentation sur lesquelles les minéraux vont se déposer pour former les cartilages, pour former notre trame osseuse. Et donc, quand on est déminéralisé, c'est souvent un problème qui passe inaperçu, comme j'en ai parlé dans les autres santé sans censure, parce que on passe une prise de sang annuelle et là, on se fait dire que tout est beau et dans notre tête, ça veut dire j'ai pas de carence. Le problème, c'est que la prise de sang pour détecter les carences, par exemple en calcium et en magnésium, ce n'est pas un bon moyen puisque 98-99 de notre calcium et de notre magnésium se retrouvent dans nos os et dans nos dents. Donc, il y a une très petite marge au niveau sanguin. En fait, il y en a aussi dans nos tissus mous, là, nos muscles et tout ça, dans le système nerveux. Mais la quantité qu'on retrouve au niveau sanguin, c'est à peine 1%. Et donc, ce 1% est maintenu dans une marge très, très, très étroite par différents systèmes dans notre corps. Alors,
pour qu'on puisse voir au niveau sanguin une carence en magnésium ou en calcium, il faut qu'il y ait un grave problème. Par exemple, on a eu un accident de la route, on a perdu 2 litres de sang. Eh bien oui, le taux de calcium et de magnésium vont être à l'extérieur de la normale. Mais en temps ordinaire, là, on ne verra pas la quantité de calcium et de magnésium au niveau de la prise de sang. Mais quand on fait des tests plus élaborés, par exemple en médecine fonctionnelle, on peut aller vérifier avec une prise de sang, mais dans les érythrocytes, c'est-à-dire dans les globules rouges, les réserves. C'est déjà une manière plus précise. Bref, il y a différents moyens, mais ce n'est pas des moyens que vous avez accès chez les médecins conventionnels. Donc, il faut souvent y aller par les signes de carence. Et si, par exemple, la semaine dernière, j'ai donné euh, 13 signes de carence en magnésium, mais si vous en avez 7, 8, 9 sur 13, ben, vous avez une très, très bonne idée qu'il y a une carence en magnésium. Et en fait, le magnésium, si vous en prenez en excès, de manière raisonnable, si vous prenez par exemple un 400-500 mg de magnésium par jour, vous allez tout simplement éliminer l'excès. La même chose avec le calcium, puisque ces minéraux, comme je le mentionnais, sont contrôlés de manière très étroite par notre organisme. Et lorsque nos réserves sont pleines, eh bien, on va en absorber moins au niveau alimentaire et quand on en manque, on va en absorber plus. Donc, il y a toutes sortes de moyens de contrôle à travers nos hormones aussi parce que le corps ne veut pas manquer de ces minéraux. Ils sont importants non seulement dans notre système musculo-squelettique, mais ce sont ces minéraux, calcium, magnésium, sodium, potassium, qui vont passer à travers nos membranes cellulaires et générer l'influx nerveux et générer les battements cardiaques. Donc, c'est vraiment important qu'on n'en manque pas. Alors, c'est sûr que, par exemple, au niveau de nos cheveux, au niveau de notre peau, on va retrouver des minéraux, on va retrouver dans notre immunité, on va retrouver dans tous les systèmes de notre corps. Le magnésium est impliqué dans 300 réactions enzymatiques ou familles d'enzymes. Alors, vous imaginez bien qu'on n'ira pas l'extraire de nos os pour aller le mettre dans nos cheveux, alors qu'on a des systèmes très importants, dont le système cardiovasculaire, qui dépendent de ces minéraux-là. Alors, ce qui va arriver, c'est que quand on va, euh, par exemple, avoir une alimentation très acidifiante, qui est un des facteurs dont on va parler ce soir, eh bien, le corps, dans sa priorité de vouloir conserver le pH, donc le taux d'acidité sanguin entre 7,35 et 7,45, il va aller chercher les minéraux, calcium, magnésium et d'autres, cachés dans nos os, dans nos dents, pour être sûr de pouvoir effectuer les battements cardiaques et la transmission de l'influx nerveux. Alors, si on manque de minéraux pendant quelques jours, c'est pas si grave parce que on va chercher des réserves et puis après, on va les remettre. Mais imaginez si vous êtes régulièrement carencé en calcium ou en magnésium, c'est là où nos os, nos dents vont se déminéraliser et qu'on va éprouver toute une série de symptômes, dont 13 que je vous ai mentionnés dans le Santé sans censure sur les signes de carence. Les Santé sans censure, bon, évidemment, si vous êtes membre du membership, vous allez éventuellement les avoir tous dans votre profil sur Patreon. Sinon, vous les retrouvez sur mes murs Facebook, mais aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, je vous demande, si vous consommez l'information que je produis gratuitement, de me faire la faveur d'aller suivre ma chaîne, d'aller suivre ma page Facebook professionnelle et lorsque vous partagez mon contenu, de le faire à partir de ma page professionnelle. Il me manque que quelques inscriptions pour arriver à 10 000 sur ma page professionnelle et ça va me procurer des avantages. Alors, je mets beaucoup d'heures de travail, vous le savez, à vous fournir du contenu pleinement référencé gratuitement. Pour ceux qui ne peuvent pas appuyer mon membership et pour ceux qui le peuvent, eh bien, je vous demande d'appuyer le membership, sinon de partager l'information. Je suis énormément censurée, shadow bannée par Facebook. Alors, quand c'est vous qui partagez, il y a beaucoup plus de personnes qui ont accès. Alors, c'est une manière, vous me dites souvent, je ne sais pas quoi faire, je me sens impuissante, mais ça, c'en est une manière concrète que vous pouvez aider à construire un monde meilleur, aider les autres personnes à connaître mon contenu et à prendre leur santé en main via des santé sans censure ou des formations que j'offre de manière ponctuelle. Alors, puisque ces minéraux sont tellement importants et qu'on les stocke dans nos os, nos dents, le corps les garde dans un pH sanguin très précis de 7,35, 7,45. Alors, lorsqu'on fait de manière régulière les facteurs que je vais mentionner ce soir, eh bien, on va déminéraliser le corps parce que ces facteurs vont aggraver l'acidose dans le corps, vont aggraver
la capacité d'absorber les minéraux et tout ça, et donc vont affecter nos réserves de minéraux dans notre corps. Alors, vous savez, on dit souvent en naturopathie, parce qu'il y a un dicton qui dit nous sommes ce que nous mangeons. Mais nous, on dit non, nous sommes ce que nous absorbons, parce que c'est une bonne chose d'avoir évidemment une belle alimentation équilibrée, biologique, locale, si on est capable. Mais après ça, il faut s'assurer aussi qu'on absorbe nos nutriments. Et il y a plusieurs choses qu'on fait sans le savoir au niveau alimentaire ou dans notre mode de vie qui va nuire à l'absorption. Donc, c'est de ça dont il va être question dans le live de ce soir. Alors, le premier dont je vais vous parler, vous savez que c'est un petit peu mon cheval de bataille, c'est le gluten. Le fameux gluten qui est la protéine du blé. Vous savez que le Canada est un pays producteur de blé. Donc, on a hybridé le blé pour qu'il soit plus court. On a une espèce de blé nain puisque la saison n'est pas très longue avec nos hivers canadiens. Et donc, on a créé une espèce de blé nain qui est beaucoup plus concentré, en fait 70 plus concentré en gluten que ses prédécesseurs. Malheureusement, cette concentration de gluten, pour la plupart des humains, est complètement indigeste. Alors, des fois, les gens vont dire le blé est modifié génétiquement. Au Canada, le blé n'est pas modifié génétiquement, mais il est hybridé pour des raisons économiques. Mais pour notre santé, c'est vraiment pas bien puisque maintenant, cette énorme concentration de gluten, même si on n'est pas nécessairement intolérant au gluten d'après notre test génétique, eh bien, ça devient quand même un produit absolument indigeste. Et donc, si c'est indigeste, ça devient encrassant. Et si c'est encrassant, ça risque de produire de l'inflammation. L'autre facteur, c'est que on asperge le blé de différents herbicides, comme par exemple le Roundup, le glyphosate, qui est un produit extrêmement problématique, qui est qualifié de cancérigène dans plusieurs pays. Au Canada, Santé Canada a accepté le Roundup sur la base d'études qui ont été fournies par l'industrie. Vous savez que c'est l'herbicide de Monsanto, maintenant Bayer, qui est impliqué dans plusieurs cas de poursuites judiciaires, mais chez nous, allègrement, on asperge le blé de Roundup, les graines déjà, et ensuite, juste avant la récolte. Alors, cet herbicide est très nocif également pour notre microbiote, pour nos bonnes bactéries à l'intérieur de notre intestin, et va, encore une fois, créer beaucoup d'inflammation. Alors, dans notre intestin, on a des petits villis, c'est comme des petits doigts sur les cellules qu'on appelle les entérocytes de notre tube digestif qui viennent absorber les nutriments. Et donc, ces grosses molécules de blé hybridé bourrées de gluten qui créent de l'inflammation, plus l'herbicide dans notre intestin, ça va détruire nos bonnes bactéries, ça va détruire les petits villis qui essaient d'absorber les nutriments, ça va créer de l'inflammation. Donc, tout ça va interférer avec l'absorption de nos minéraux. Il y a de nombreuses études qui font des corrélations entre la maladie cœliaque, qui est comme le stade ultime d'intolérance au gluten, et des problèmes comme l'ostéoporose, différents problèmes au niveau de notre minéralisation. Donc, c'est un facteur bien connu. La différence, c'est qu'on n'a pas fait les études chez la population en général, mais on sait aujourd'hui, moi je le sais en tout cas comme clinicienne, qu'il y a plein de personnes qui n'étaient pas avant nécessairement intolérantes, ou même lorsqu'on fait le test génétique Love My Health, on ne trouve pas le gène d'intolérance au gluten, mais ce sont des gens qui réagissent au blé canadien. On le voit quand on sort du Canada, par exemple, moi, ça m'arrive ici de consommer du gluten et j'ai beaucoup moins d'effets néfastes que lorsque je consommais du blé canadien. Alors, vraiment, c'est un des gros facteurs qui nuit à l'absorption de nos minéraux et qui crée de l'inflammation dans notre corps. L'autre chose que le gluten va faire, c'est qu'on a deux types de cellules principales dans le métabolisme osseux parce qu'on a un petit peu cette idée de l'os qui est statique, hein, qu'on on a grandi jusqu'à 20 ans et après nos os ne bougent plus, mais nos os sont extrêmement irrigués de vaisseaux sanguins et il y a un apport constant de nutriments. Donc, c'est pour ça qu'il faut continuer de prendre des minéraux parce que la circulation sanguine va les amener aux cellules sanguines. Il y a une espèce de recyclage des cellules usées, des minéraux usés également. Donc,
il y a tout un transport de minéraux, de recyclage, de détoxification, d'oxygénation qui va survenir au niveau de nos os. Et les deux principales cellules impliquées dans le métabolisme des os, c'est-à-dire la destruction de l'os usé et la reconstruction de l'os neuf. Alors, les cellules qu'on appelle les ostéoblastes sont celles qui vont incorporer les minéraux comme le calcium dans l'os et les ostéoclastes sont celles qui vont retirer les minéraux usés et les cellules usées de nos os. Donc, on est constamment en train de créer de l'os neuf et de détruire de l'os usé. Et les ostéoplastes et les ostéoclastes sont sous le contrôle de nos hormones. Nous, les femmes, par exemple, les ostéoclastes sont contrôlés par les estrogènes. C'est pour ça que lorsqu'on a une chute d'estrogène après la ménopause ou entourant la ménopause, on a une accélération de la perte osseuse parce que quand on diminue les estrogènes, on augmente la destruction de notre masse osseuse. Les ostéoblastes, eux, sont contrôlés par la progestérone et vont incorporer les minéraux dans l'os. Donc, c'est encore là important d'avoir un bon équilibre entre estrogène et progestérone parce que quand les estrogènes chutent, ça a un impact marqué sur l'os, surtout si on n'a pas une bonne quantité de progestérone. Vous savez que je vous parle régulièrement d'ateliers sur l'équilibre hormonal, des équilibres en faveur des estrogènes qu'on appelle la dominance estrogénique, d'hormones bioidentiques. Bon, les hormones, c'est très, très important pour nos os. Alors, les ostéoblastes et les ostéoclastes, quand on consomme le gluten, il va y avoir un déséquilibre donc entre les cellules qui construisent les ostéoblastes et les cellules qui détruisent les ostéoclastes en faveur des ostéoclastes. Donc, le gluten va créer cet effet destructeur vraiment localement au niveau de nos cellules. Alors, c'est réellement très, très, très nocif. Ensuite, quand on arrête de consommer du gluten, on peut rétablir l'équilibre. Ça prend que 3 jours. Les entérocytes sont renouvelés à tous les 3 jours dans notre intestin. Donc, très rapidement, on peut réparer notre paroi intestinale quand on arrête de manger du gluten. Et donc, les petits villis vont se remettre en place. On va réduire la porosité intestinale. Et la porosité intestinale elle déclenche toute une réaction immunitaire, donc où il y a de l'inflammation et où il y a cette incapacité à aller absorber nos minéraux correctement. Alors, l'arrêt du gluten va permettre de pouvoir remettre ça en place. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme facteur très important? Vous vous en doutez peut-être pas, mais le fameux stress, affecte énormément la santé de nos os. D'abord, je vous le répète souvent, quand on est en train de fuir l'ours noir ou le mammouth ou le tigre rayé, c'est pas le temps de digérer le Big Mac. Alors, lorsque notre cerveau perçoit un stress, réel ou imaginaire, ça déclenche les mêmes hormones dans notre corps, c'est-à-dire le cortisol et l'adrénaline. Et quand on a du cortisol et de l'adrénaline en circulation, le corps, il prend pas le temps de digérer parce que c'est important la digestion, mais si tu te fais bouffer par un ours noir, ce sera pas tellement important que tu aies réussi à digérer ton Big Mac. Donc, ton corps, il va mettre toutes ses fonctions comme la digestion au repos pour optimiser ta réaction de lutte ou de fuite. Alors, encore une fois, si ça nous arrivait 2, 3 fois par année, comme lorsqu'on était des femmes et des hommes des cavernes, il n'y a pas de problème. Mais dans notre monde actuel, où on a des fois l'ours noir au bureau, le mammouth à la maison, le tigre rayé dans le trafic, on passe notre journée en stress chronique. Alors, notre digestion, elle est toujours reléguée au second plan et donc la production d'acide chlorhydrique dans notre estomac est affectée par le stress. Donc, c'est l'acide chlorhydrique dans l'estomac qui va digérer nos minéraux et si, parce qu'on est trop stressé, on n'a presque pas de production d'acide, il va y avoir un impact majeur à ce moment-là sur la santé musculo-squelettique déjà causée par le stress. Le stress, il va aussi affecter via la production de cortisol, par exemple, et d'adrénaline, l'équilibre entre les cellules ostéoblastes et ostéoclastes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, il va avoir tendance à supprimer la formation de nouvel os. Parce qu'encore une fois, on a un tigre à nos trousses, c'est pas le temps de faire des beaux os nœuds, c'est pas le temps de gérer le Big Mac, c'est pas le temps de faire des bébés. Donc, toutes ces fonctions-là vont se mettre au repos
le temps qu'on se sorte du stress via la lutte et la fuite. Mais lorsque le stress est répétitif à tous les jours de notre vie, eh bien, ces fonctions, évidemment, vont finir par se détraquer et c'est ce qu'on va voir au niveau osseux. On va voir donc par ce déséquilibre en faveur des ostéoclastes qui vont gruger notre os, eh bien, il va y avoir une augmentation de ce qu'on appelle la résorption osseuse, qui est donc les particules d'eau usée qui vont être éliminées plus rapidement qu'on va fabriquer de l'os neuf. Cette réaction de stress va aussi générer de l'inflammation dans notre corps parce que vous avez tous déjà entendu parler de la cortisone, hein, donc un médicament qui est anti-inflammatoire. La cortisone, c'est la copie synthétique de Big Pharma, une hormone que notre corps produit qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, bien, il est sécrété en cas de stress, mais il sert aussi à gérer l'inflammation dans notre corps. Donc, si on est toujours en train de produire du cortisol et de l'adrénaline parce qu'on est stressé, on a moins de matières premières pour aller gérer l'inflammation dans notre corps. Donc, il va y avoir plus d'inflammation et quand il y a de l'inflammation, ça crée un phénomène d'acidification et on va aller piger, encore une fois, les minéraux pour venir calmer le feu, pour venir calmer l'inflammation dans notre corps. Alors, au niveau de la santé intestinale, ça va être problématique aussi parce que la réaction de stress va consommer beaucoup de glutamine, donc c'est un acide aminé qu'on retrouve dans les protéines alimentaires. Et la glutamine, c'est la nourriture des entérocytes, des petites cellules le long de notre tube digestif. Et quand on est stressé, on carbure notre glutamine et là, il n'y a plus de nourriture pour les entérocytes. Alors, la paroi intestinale devient beaucoup plus susceptible à être l'objet de ce qu'on appelle le leaky gut ou l'hyperperméabilité intestinale parce que nos petits villis et nos petites cellules entérocytes ne sont pas bien nourris par la glutamine parce qu'on l'utilise, encore une fois, dans la réaction de stress. Donc, avec l'intestin poreux, on a parlé tantôt, avec moins de villi en bon état, il y a une moins bonne absorption de nos nutriments. Il y a une réaction immune qui peut être enclenchée parce qu'à ce moment-là, les molécules s'en vont dans notre circulation sanguine et ça engendre toute une cascade d'inflammation, d'immunité qui n'est pas conducive à la reconstruction de nos os. Ensuite, le dernier point par rapport au stress, c'est que souvent le stress va induire des changements de comportement. Quand on est stressé, c'est rare qu'on va arriver et qu'on va avoir envie de se préparer un bon petit repas, qu'on va le manger tranquille avec une bonne production d'acide dans l'estomac. On va arriver stressé, ne produit pas d'acide, on va manger quelque chose de peut-être qu'on a préparé rapidement, on va prendre du café, on va prendre de l'alcool, on va prendre du sucre, on va prendre des choses en réalité qui sont pas bonnes pour nous. Alors, le stress a un impact négatif sur nos comportements alimentaires et de mode de vie qui, eux aussi, vont s'ajouter aux problèmes qui affectent notre santé musculo-squelettique. Le troisième point important au niveau des choses qui détruisent nos os, ce sont les aliments et les boissons acides. Évidemment, comme je vous l'ai dit, le corps veut garder le pH sanguin entre 7,35 et 7,45. Alors, à chaque fois qu'on consomme des trucs très acides, eh bien, le corps essaie de neutraliser, de tamponner les acides avec nos minéraux qui sont, encore une fois, stockés dans nos os et dans nos dents. Alors, un des premiers facteurs à faire attention de ce côté-là, c'est le café. Si on prend un seul petit café, un corté le matin ou tout ça, ça peut aller, mais les gens qui boivent des grandes tasses de café, 2 et 3 et 4 par jour, bien, vous savez que le café, en plus d'être acide, c'est un diurétique, donc il va nous pousser à uriner davantage et à chaque fois qu'on va aller uriner, on va éliminer également des minéraux comme le calcium et le magnésium. Donc, le café est vraiment à faire attention si on se soucie de notre santé osseuse. Ensuite, l'alcool, pour les mêmes raisons, l'alcool, il va interférer avec l'absorption du calcium et du magnésium. Il va surcharger notre foie. Il est acidifiant parce que le sucre est acidifiant. Et donc, ça va, encore une fois, modifier notre pH sanguin. On va être obligé d'aller chercher des minéraux dans nos os et dans nos dents pour venir neutraliser l'acidité au niveau sanguin. Ensuite, les protéines
qui sont soit très carencés, si on ne mange pas suffisamment, on va avoir un impact au niveau musculo-squelettique parce que, comme je vous expliquais, ce sont les acides aminés, donc les extraits de protéines, qui vont créer la trame sur laquelle les minéraux vont venir se déposer. Hein. Alors, si on n'a pas assez de protéines, on n'aura pas une trame osseuse de bonne qualité. Et si on a trop de protéines, ça peut devenir acidifiant. Cependant, c'est rare que les gens ordinaires ont trop de protéines dans l'alimentation. Je suis beaucoup plus souvent confrontée comme clinicienne à la carence en protéines qu'en l'excès de protéines. Alors, on essaie vraiment de viser, c'est des chiffres là, grosso modo pour que ça soit facile à compter, 1 gramme de protéines par kilo de poids corporel. Alors, tu pèses 50 kilos, tu vises 50 grammes de protéines par jour. Végétales, animales, ça, c'est ton choix. C'est sûr que les protéines animales ont un plus large éventail d'acides aminés, par exemple les acides aminés soufrés, qui sont intéressants pour nos articulations. On a une trame de glucosaminoglycane, vous savez, la glucosamine. Donc, ce sont des molécules qui s'insèrent dans nos articulations et qui contiennent des molécules de soufre et sur ces molécules, on dépose nos minéraux pour faire des articulations et pour faire ensuite de l'os. Donc, trop ou pas assez de protéines, ça peut avoir un impact sur notre masse musculo-squelettique. Et le dernier, mais non le moindre, en fait, ce n'est pas le dernier, je vais vous en rajouter un, le citron. Je vous ai déjà parlé du fameux mythe du citron alcalinisant. Laissez-moi vous expliquer. Alors, les anciens, parce qu'on faisait des petits tests avec des bandelines urinaires, avaient constaté que lorsqu'on consommait du jus de citron, qu'on consommait par exemple beaucoup de citron ou de lime, eh bien, le pH urinaire devenait plus alcalin. Donc, leur théorie, c'était que le citron est acide. Vous savez, quand on mange le citron avec notre verre de tequila, on fait une belle grimace. Donc, le citron est acide. Mais la théorie était que, oui, mais il va laisser des sels alcalins dans notre corps. Et c'est pour ça qu'on retrouve une urine plus alcaline quand on consomme du citron. La réalité, elle est tout autre. Premièrement, les citrons, les agrumes qu'on consomme au Canada, ils ont mûri dans des caisses. Alors, ils n'ont pas eu le temps, dans le citronnier, d'aller absorber les minéraux qui proviennent du sol, qui proviennent des racines du citronnier. Donc, même s'ils sont bio, ils ont quand même mûri dans des caisses. Alors, ils ne sont pas tellement concentrés en minéraux. Par exemple, si vous les consommez ici en République, en Floride, là, c'est déjà autre chose. Ce que vous consommez au Québec est déjà beaucoup plus acide parce qu'il y a moins de minéraux alcalinisants, comme le magnésium, qui provient du sol. Le deuxième point, c'est que la raison pour laquelle l'urine est alcaline, c'est à cause de ce phénomène que je vous explique depuis tantôt, où le corps va venir neutraliser les acides. Donc, lorsqu'on consomme du citron ou du jus de citron, c'est tellement acide que le corps vient chercher les minéraux dans nos os et dans nos dents pour neutraliser l'acide et ça va se retrouver dans l'urine. Alors, nécessairement, l'urine, elle est rendue plus alcaline, mais ce n'est pas parce que le citron s'est magiquement converti en sel alcalin, c'est parce qu'on est allé voler nos minéraux dans nos os et dans nos dents. Donc là, les gens vont s'obstiner dur comme fer avec vous, mais expliquez-leur, comme je vous l'ai expliqué, que le citron, en fait, c'est acidifiant. J'ai vu ça cette semaine même sur la page Facebook de Santé Nutrition qui disait, voici ce qui arrive à votre corps lorsque vous consommez une cure de citron. C'est de la grosse irresponsabilité parce que c'est un moyen de déminéraliser les gens, d'aller vers des troubles comme l'ostéopénie, l'ostéoporose, si on consomme régulièrement. Maintenant, faites attention. C'est toujours une question d'équilibre. On peut très bien mettre quelques gouttes de citron dans notre tasse d'eau chaude le soir ou dans notre vinaigrette. C'est pas ça sur l'ensemble qui va nous acidifier parce que si vous faites une belle salade pleine de légumes racines, pleine de légumes verts feuillus, vous avez des minéraux alcalinisants dedans. Donc, même s'il y aurait quelques gouttes de citron ou de vinaigre de cidre de pomme, vous n'allez pas voler vos minéraux dans vos os et vos dents parce que vous en apportez. Maintenant, si vous vous mettez à faire des cures ou à prendre à tous les matins un grand verre d'eau avec un citron ou 2 citrons ou 3 citrons à l'intérieur, bien là, vous allez être obligé d'aller chercher vos réserves de minéraux pour tamponner ça. Comprenez-vous? Donc, le mythe du citron alcalinisant, il faut absolument défaire ce mythe. Je vous ai glissé un petit mot du vinaigre de cidre de pomme, même principe.
Il y a des gens qui font des cures de jus, pas de jus, mais de vinaigre de cidre de pomme en pensant que ça va les alcaliniser. Moi, je me suis rincé les cheveux avec ça pendant 3 jours. Je me suis ramassée avec des aftes, des petits ulcères dans la bouche, tellement c'est acidifiant. Le vinaigre, c'est de l'acide acétique. Alors, le vinaigre de cidre de pomme, comparativement au vinaigre blanc, contient plus de minéraux, donc il est moins acidifiant, mais ça reste de l'acide acétique. C'est tout en haut de la liste des aliments les plus acidifiants. Donc, on ne s'alcalinise pas avec le vinaigre de cidre de pomme. Encore une fois, on peut en mettre un petit peu dans notre vinaigrette, dans certains aliments, mais pas pour faire des cures pour notre santé à proprement parler. Ensuite, consommation excessive de sel. Alors, quand on consomme beaucoup de sel, on élimine autant de calcium qu'on ajoute de sel dans notre alimentation. Alors, les problèmes apparaissent en général au-delà de 2300 milligrammes de sel. C'est quand même beaucoup. C'est sûr que moi, je suis quelqu'un qui a toujours fait attention au sel, mais si vous êtes des gens qui salez beaucoup, c'est assez rapide de se ramasser à 2300 milligrammes. C'est à peu près l'équivalent d'une cuillère à thé. Et en général, les aliments qui sont élevés en sodium, c'est pas parce qu'on a mis du sel dedans, c'est parce qu'on les achète déjà fabriqués, surtout quand vous consommez, par exemple, des aliments réduits en gras ou réduits en sucre. On met beaucoup de sel, on met beaucoup de gras pour qu'ils soient palatables, pour leur donner du goût. Alors, il faut faire attention, surtout sur les aliments empaquetés, parce que c'est là qu'il va y avoir beaucoup de sel. Par exemple, un sac de chips, ça va être 300 à 400 milligrammes de sel, un petit sac, là, selon la marque que vous prenez. Alors, si vous avez acheté un plat préparé de poulet à la quelque chose avec une sauce dedans, que vous avez mangé un chip cette journée-là, que vous avez rajouté du sel dans votre salade du midi, vous êtes probablement autour du 2300. Et dès que vous augmentez de ça, eh bien, vous allez uriner le sodium et avec lui le calcium. Donc, l'excès de sel va avoir un impact négatif sur notre masse musculo-squelettique. Ensuite, dans l'alimentation, on va retrouver aussi des substances qu'on appelle des oxalates et des phytates. Les oxalates proviennent particulièrement, par exemple, des légumes verts feuillus comme les épinards. Alors, si on se fait un smoothie à tous les matins avec toujours à chaque fois des épinards ou du chou frisé, de la kale, différents trucs comme ça, on peut arriver à avoir un taux d'oxalate relativement élevé. Il y a un autre aliment auquel on ne pense pas pour les oxalates, c'est la farine d'amande. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont remplacé la farine de blé par la farine d'amande pour se faire des pâtisseries et tout ça. C'est bien, c'est juste qu'il ne faut pas en abuser parce que c'est riche en des cristaux d'oxalates. Alors, les oxalates, c'est présent naturellement dans les aliments, même dans des aliments très santé. Et en général, si on n'en fait pas un gros abus, il n'y a pas de problème. Par contre, si on a déjà un déséquilibre dans notre microbiote, hein, on a pas un bon équilibre entre nos bonnes et nos moins bonnes bactéries dans notre intestin. Et si, par exemple, on prend régulièrement des prescriptions d'antibiotiques, ce sont des facteurs qui vont laisser la place à des champignons comme le Candida albicans pour proliférer. Et le Candida albicans, eh bien, c'est ce qu'on appelle un scavenger. Il va ramasser des toxines qui vont se retrouver dans notre tube digestif. Alors, par exemple, le calcium, le magnésium qui vont passer, mais aussi les cristaux d'oxalate. Les candidats vont les ramasser pour se créer des espèces d'abris. Hein? C'est des lipopolysaccharides, là, c'est vraiment des substances un petit peu comme des abris tempo sur lesquels ils vont se camoufler dans notre intestin et ils vont insérer les minéraux là-dedans, mais également les cristaux d'oxalate. Alors, ça peut causer des troubles comme par exemple une vessie hyperactive parce que ces cristaux, c'est comme du verre miniature et donc ça va créer un sentiment d'irritation dans notre vessie. Qui dit irritation dit inflammation. Et si on a de l'inflammation qui est toujours présente dans notre vie, eh bien, ça peut évoluer vers des pathologies moins intéressantes comme des cancers. Alors, c'est pas une bonne idée si on commence à avoir des troubles
de vessie hyperactive et qu'on doute qu'on a peut-être régulièrement des infections à candida ou des choses comme ça, eh bien, il faut faire un bon ménage. D'ailleurs, ma thématique du mois de juin, ça va être la santé digestive et les parasites. Donc, je vais vous offrir des webinaires et des masterclass pour vous aider à vous déparasiter parce que l'été, c'est un bon temps pour faire ça. Donc, et comme je disais, on ne peut pas complètement les éviter, les oxalates, parce que c'est présent dans plein d'aliments qui sont santé, mais il faut alterner pour pas toujours consommer, par exemple, les mêmes feuilles d'épinards ou les mêmes feuilles de kale dans notre smoothie au quotidien, alterner avec d'autres types de laitue, par exemple, pour qu'il y ait moins de concentration en oxalates. Et si on a un intestin en bon état, une flore intestinale en bon état, eh bien, c'est pas si grave qu'il y ait des oxalates. C'est surtout si on a beaucoup le candidat alpicaire. Là, ça veut dire, oui, mais comment on le sait? Si on a... Bien, il y a des tests qu'on peut faire pour ça en médecine alternative, mais vous le savez parce que vous avez régulièrement, par exemple, des infections urinaires, des infections vaginales à levure. Donc, ça, c'est des signes assez clairs qu'il y a une perturbation du microbiote dans votre sphère génito-urinaire. Alors, voilà, les oxalates. Les phytates, ce sont des substances qu'on retrouve dans l'enveloppe des céréales. Donc, pour les gens qui mangent beaucoup de trucs de grains entiers, eh bien, si vous prenez, par exemple, votre supplément de calcium et de magnésium à chaque fois avec un bol de All Bran le matin, d'abord, vous ne devriez pas manger du All Bran parce que ça contient du gluten, mais mettons que vous prenez vos céréales entières en même temps que vos suppléments de minéraux, eh bien, si vous en abusez, encore une fois, ça peut interférer avec l'absorption des minéraux. Là, ça, c'est des gens qui mangent des céréales pleines de gluten le matin, qui mangent des pâtes le midi, puis qui mangent de la pizza le soir. Ils ont mangé des pâtes avec du gluten aux 3 repas. Donc, en plus de créer le phénomène inflammatoire et d'intestin poreux et tout ça à cause du gluten, eh bien, ils viennent amener beaucoup de phytates qui risquent d'interférer avec les minéraux. Donc, ces deux facteurs au niveau alimentaire, j'en ai parlé simplement parce qu'on me demande souvent mon avis sur les oxalates dernièrement. Il va y avoir quelqu'un d'autre qui en a parlé. Alors, les oxalates comme tels, comme je dis, on ne peut pas complètement les éliminer, les phytates non plus, parce qu'on veut manger des légumes barfeuillus, on veut manger des céréales de grains entiers, sans gluten, mais l'idée, c'est d'alterner. C'est toujours l'équilibre dans l'alimentation qui va donner les meilleurs résultats. Ensuite, il y a des médicaments un auquel je m'attaque souvent, hein, les antiacides et les inhibiteurs de pompe à protons, Zantac, Tagamet et compagnie, qui sont aussi des médicaments antiacides. Parce que, comme je vous disais tantôt, eh bien, pour digérer les minéraux, on a besoin d'avoir de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Donc, si on bloque la production d'acide, eh bien, on interfère avec l'absorption de nos minéraux. J'ai fait un santé sans censure qui s'appelle l'arnaque des antiacides. Quand vous voulez savoir si j'ai parlé de quelque chose, simplement tapez mon nom dans la barre de recherche de votre navigateur et avec la thématique que vous recherchez, par exemple, si vous faites antiacide, Chantal Anne Dumas, vous allez trouver le live en question. Vous allez peut-être trouver un blog, vous allez peut-être trouver un article de Vitalité Québec. Bon, différentes euh, façons de vous partager mon contenu, mais c'est un bon moyen, au lieu de m'écrire un mot pour me dire, tu fais juste chercher mon nom avec un mot-clé. En général, vous allez trouver. Ou devenez membre du membership et éventuellement, ils vont tout être organisés dans le membership. Alors, les médicaments antiacides, très nuisibles pour l'absorption des minéraux. Encore là, beaucoup d'études cliniques qui documentent ce phénomène. D'autres médicaments qui sont particulièrement nuisibles pour nos os, ce sont les glucocorticoïdes parce que, comme on l'a dit tantôt, non seulement ils sont acidifiants comme tous les médicaments, mais ils interfèrent avec la production naturelle de cortisol, donc de cette hormone qui nous aide à gérer l'inflammation dans le corps. Alors, éventuellement, ils vont beaucoup intensifier le processus de déminéralisation dans notre corps. Les antibiotiques aussi vont être dommageables. Pas évidemment si on en a pris une fois dans 2, 3 ans, mais des gens qui en prennent de manière récurrente parce que ça perturbe le microbiote, donc nos bonnes bactéries, ça crée des perturbations au niveau de l'absorption de nos minéraux. En 7e lieu, le tabagisme, parce que la nicotine ralentit les cellules osseuses. Ça réduit l'absorption du calcium et ça augmente la dégradation osseuse, ce qui va entraîner une baisse de la densité minérale osseuse. Donc, ça joue vraiment le tabagisme sur ces 3 points-là.
Et en plus que dans les cigarettes commerciales, vous allez retrouver beaucoup de produits chimiques acidifiants et beaucoup de métaux lourds. Donc, le tabagisme est un facteur négatif au niveau de la santé musculo-squelettique. Ensuite, un autre problème hyper fréquent qu'on rencontre au Canada, c'est la carence en vitamine D. Et la carence en vitamine D, elle est d'abord expliquée par le fait qu'on manque cruellement de soleil, particulièrement au Québec. Je ne sais pas s'il y en a qui s'amusent à pulvériser des choses dans le ciel qui interfèrent, hein? On nommera pas de nom, avec les rayons du soleil, mais vous savez que ça a commencé officiellement en Angleterre, qu'il y a des brevets à cette intention et que c'est un phénomène qui est très, très réel et documenté. Donc, il y a de l'interférence avec l'absorption des rayons solaires qui permet de fabriquer la vitamine D à partir du cholestérol dans notre corps. Deuxièmement, pendant des années, on nous a fait des campagnes de peur sur les dangers du soleil et on a convaincu les gens de se badigeonner de crème solaire qui bloque, encore une fois, l'absorption des rayons lumineux qui nous permettrait de produire de la vitamine D. L'autre facteur, c'est que on prend des médicaments hypocholestérolémiens, donc qui bloquent l'utilisation du cholestérol, ou encore des médicaments comme Ozempic, qui interfèrent aussi avec le processus de digestion, et des vitamines liposolubles comme la vitamine D, A, E et K, sont transportées dans les lipides dans notre corps. Alors, si vous bloquez l'utilisation des lipides, vous bloquez l'utilisation des vitamines qu'on aurait pu se procurer au niveau alimentaire. Donc, si vous bloquez avec un antiacide, puis qu'en plus, vous vous mettez des écrans solaires, vous évitez le soleil, ou vous vivez au Québec où il y a très, très peu de soleil durant l'année, eh bien, par défaut, vous allez vous retrouver carencé en vitamine D. Si ce n'était pas déjà assez grave, bien, Santé Canada a convaincu la population qu'on avait besoin de taux presque rachitiques de vitamine D. On nous parle de dosage entre 600 et 900 unités internationales. C'est des dosages en bas desquels on a du rachitisme. Le dosage au niveau sanguin, on nous parle de 50 nanomoles par litre. Encore là, en bas de ça, on a du rachitisme. Les experts internationaux du Grassroots Health aux États-Unis nous parlent d'un taux sanguin entre 100 et 150. Moi, je vise à peu près 120 nanomoles par litre. Et nous parlent d'une utilisation régulière de 5000 unités internationales par jour. Le Institute of Medicine nous dit qu'on peut aller jusqu'à 10 000 unités internationales par jour. Donc, à 5 000, il n'y a pas de danger. On nous a fait peur encore là avec la vitamine D qui est liposoluble, qui s'accumule dans notre corps. Et quand on s'expose pendant 1 heure de temps au soleil, selon le degré de mélanine dans notre peau, on peut aller chercher jusqu'à 50 000 unités internationales de vitamine D. Alors, arrêtez d'avoir peur d'un petit 5 000 unités internationales. Pour la moyenne des gens, c'est un dosage qui est correct. Encore une fois, ce n'est pas le dosage recommandé par les fonctionnaires de Santé Canada. Ce sont les dosages qui sont recommandés par les scientifiques de Grassroots Health. Dans mon expérience clinique, quand les gens se supplémentent à 5 000 unités par jour et qu'on fait la prise de sang rendue au printemps, on va trouver environ 120-125 nanomoles par litre, qui est un taux optimal et non pas un taux en bas duquel on a le rachitisme. Alors, la carence en vitamine D, elle est bien réelle au Canada et elle est responsable d'une très, très, très grande partie de tous nos problèmes chroniques confondus. Ensuite, au numéro 9, la sédentarité. Parce que pour que notre os se renouvelle, comme on l'a mentionné tantôt, ce qui va stimuler la captation de minéraux dans notre os, c'est le stress qu'on va imposer sur nos os. Alors, ça prend un stress comme de la marche, comme par exemple faire de la trampoline. Vous savez, les petites trampolines qui ont même une poignée autour pour ne pas tomber. C'est très, très bon, ces mouvements, de créer un stress sur l'os parce que c'est ça qui va déclencher le message pour qu'on aille absorber des minéraux. Lever les poids et haltères aussi, ça fonctionne bien. Des exercices comme la natation, un peu moins pour ce qui a trait au calcium. Mais l'important, c'est quand même de bouger. Donc, le manque d'exercice vraiment va affaiblir les os parce qu'ils ne vont pas percevoir ce stimulus qui les force à capter les minéraux.
Ensuite, il y a différentes toxines environnementales qui interfèrent avec notre santé musculo-squelettique et parmi les pires, pour moi, ce sont les métaux lourds. Et les minéraux et les métaux lourds vont s'antagoniser en fonction de leur poids moléculaire. Donc, le mercure et le plomb, particulièrement le plomb, vont être problématiques au niveau des os parce que le plomb et le calcium ont un poids à peu près similaire, ce qui fait que le plomb peut se substituer au calcium dans nos os. Donc, on peut s'intoxiquer au plomb de différentes façons, notamment à travers des procédures de dentisterie et bien d'autres. Hein. Le plomb, par exemple, à Montréal, mon fils, moi, s'est intoxiqué avec le plomb alors qu'il était à l'école élémentaire. À l'époque, ils n'avaient pas le droit d'apporter des bouteilles d'eau et buvaient de l'eau du robinet. Et il est devenu toxique au plomb simplement à cause de l'eau du robinet à l'école. Donc, il y a différents facteurs qui peuvent nous intoxiquer. On peut tester l'intoxication aux lourds, notamment avec des tests de cheveux, il y a des tests sanguins, il y a des tests urinaires qu'on peut faire, mais c'est bien si vous avez un doute, par exemple, si vous travaillez dans la soudure, vous travaillez dans un garage, tous ces facteurs vont nous exposer à des métaux comme le plomb, par exemple. Alors, même chose si vous habitez dans une maison ancestrale et que vous avez fait du décapage, les vieilles peintures contenaient du plomb. Alors, il y a différents facteurs qui peuvent faire qu'on est intoxiqué à ces métaux et ça va nous empêcher de capter correctement les minéraux de notre alimentation ou de nos suppléments. Alors, j'espère que on a fait un beau petit tour de différents points. Je vais voir, j'ai des problèmes depuis quelque temps avec la lecture de mes commentaires sur StreamYard. En fait, depuis que j'ai mis aussi sur YouTube, je ne sais pas s'il faudrait que je les regarde autrement, mais bref, c'est je sens enlever le son sur mon ordi. Les gens oublient toujours que je suis en live les vendredis soirs. Donc, attendez-moi un instant, je viens voir si je suis capable de lire. Ce que je vais faire, je vais regarder si je pourrais les lire sur mon ordinateur. Alors, je pourrais malheureusement pas vous les partager en même temps, mais peut-être que je peux les lire sur mon ordinateur. Laissez-moi voir si c'est une option. Comme ça, je pourrais quand même vous répondre, ce qui serait déjà très bien. Yes, j'en vois quelques-uns. Alors, le seul problème, eh boy, le seul problème, c'est que je ne pourrais pas vous les partager à l'écran, mais au moins, je vais pouvoir vous lire. Alors, merci beaucoup, très intéressant. Merci Linda. Sylvie qui dit bonsoir Chantalane et bravo pour la belle nouvelle. Très heureuse pour toi. Ben oui, j'ai annoncé que je suis officiellement la nouvelle rédactrice en chef de la revue Vitalité Québec. Donc, une super revue qui existe depuis 30 ans, que vous pouvez vous procurer dans les bons magasins de produits naturels ou encore vous inscrire à l'abonnement au coût de 65 par année. C'est les frais de livraison en réalité pour recevoir votre revue papier directement chez vous. Et les gens conservent longtemps les Vitalité Québec parce qu'on a beaucoup d'articles qui sont intemporels. Donc, on continue. Merci, très intéressant. Bien, merci à vous. Laissez-moi voir si j'arrive à voir, comme là, je suis sur des pages séparées, ce qui n'est pas vraiment plaisant. Je m'excuse, je vais voir comment résoudre ce problème des commentaires. Ça a commencé il y a quelques semaines et je ne sais pas pourquoi. Et dans la flambée, je m'en rappelle quand je reviens vous faire le santé sans censure et le restant de la semaine, il se passe tellement de choses que je n'ai pas le temps d'y penser. Alors, on a d'autres commentaires sur cette page-ci. Laissez-moi voir si je les vois. J'adore Vitalité, félicitations. Ben merci, Dani. Lucille qui dit wow, bravo pour ta belle nomination. Merci. Linda qui dit wow, félicitations. Lucille qui dit wow, félicitations aussi. Attends un instant. Wow, bravo pour la belle nomination. Bon, alors c'est plein de beaux bravos. C'est vraiment super gentil. Laissez-moi voir si je suis capable de voir
On a des partages. Oui, ça, je vous demande, s'il vous plaît, si vous trouvez que mes lives rajoutent de la valeur dans votre vie, partagez-les, s'il vous plaît. Comme j'ai mentionné en début, moi, je fais l'objet de censure. Hein, je ne sais pas pourquoi de la part de Big Tech. Donc, quand c'est vous qui les partagez, ça m'aide énormément. Ça passe au lieu d'être 3-4 000 de visionnements dans les 10 000 et plus. Donc, vraiment, faites-le pour tout le monde, pour notre belle gang, pour des gens. Vous ne savez pas qui dans vos followers ou dans vos amis peut avoir besoin de l'information que j'ai partagée ce soir, ne serait-ce que pour démystifier le mythe du citron alcalinisant. Alors, partagez l'information, aidez les gens à trouver des solutions. Il y a plein de gens qui sont désenchantés, qui ne croient plus dans le système, mais qui connaissent pas d'alternative. Et là, ils cherchent sur Docteur Google, mais ils sont pas guidés là-dedans et puis sont insécures par rapport à quoi prendre, quoi ne pas prendre. Beaucoup de gens, depuis la pandémie, qui se sevrent eux-mêmes de certains médicaments, surtout les antidépresseurs. Donc, c'est pas non plus l'idéal de s'auto-médicamenter ou de s'auto-sevrer. Il faut être suivi par des professionnels de la santé. Alors, quand vous partagez mon travail ou celui de d'autres, si vous êtes tombé sur moi par hasard, mais que vous êtes des habitués de d'autres professionnels de la santé qui ont des webcasts, des podcasts, eh bien, partagez. Hein? Des fois, on regarde un petit peu de manière passive, mais c'est une façon de s'impliquer, puis de déjouer les algorithmes, puis de contribuer à construire un monde meilleur. C'est quand des gens comme moi prennent leur temps bénévolement pour vous partager de l'information de bonne qualité qui s'appuie sur 27 ans de pratique clinique et plein d'heures de recherche référencées dans le membership, eh bien, la moindre des choses que vous pouvez faire, si ça vous plaît, c'est de le partager pour que tout le monde puisse en bénéficier. Et ça nous encourage. Là, je suis en train de mettre sur pied mon nouveau site web et j'ai des liens d'affiliés marketing. Et donc, Shopify, par exemple, m'a refusé parce que j'ai pas assez de followers. Je suis presque à 10 000. Alors, si vous allez partager, ben, il y a peut-être des nouvelles personnes qui viennent s'inscrire, mais souvent, les gens, par exemple, je vais avoir 4 000 visionnements, puis j'ai comme 100 commentaires. Sur 4 000, il devrait avoir au moins 400 commentaires. Quand vous mettez des commentaires, ça influence l'algorithme. Quand vous mettez un like, quand vous mettez un cœur, ça influence les algorithmes. Donc, c'est tous des petits trucs qu'on peut faire pour s'entraider, pour m'aider à vous aider en réalité à continuer à vous partager de l'information complètement sans censure. Alors, on se retrouve mercredi soir prochain pour le webinaire sur le calcium, où là, on va parler des différentes formes de calcium, les dosages et tout ça, le lait, c'est-tu bon, c'est-tu pas bon? Bref, on fait la question en entier du calcium. Et samedi prochain, c'est le masterclass musculo-squelettique. Alors, tout ce qui touche la santé musculo-squelettique, et là, on aborde plein de suppléments, on aborde l'alimentation, etc., etc. Donc, venez vous inscrire, c'est un moyen d'encourager mon travail de chercheur indépendante et de vous aider à être plus autonome, plus souverain avec votre santé. Bon week-end tout le monde.